Bonjour à tous, Amandine Dogno, compagnon tapissier en siège. Bienvenue dans ce webinaire dédié au métier de sellier garnisseur et tapissier d'ameublement. Afin de vous présenter le déroulement de la séance, la première partie du webinaire sera dédiée à la présentation des métiers et à des témoignages de ceux qui le pratiquent. Ensuite, les 10 dernières minutes seront réservées pour répondre aux questions que vous aurez posées dans le chat. Vous pouvez d'ailleurs voter pour les questions qui vous intéressent le plus en cliquant sur le pouce. Voilà. Dans une première partie, je vais vous présenter le métier de sellier garnisseur avec Julien, qui est compagnon sellier garnisseur. Bonjour, je m'appelle Julien Mambourg, je suis compagnon itinérant sur Lyon et je pratique donc le métier de sellier garnisseur. Est-ce que Julien, tu peux nous présenter donc le métier de sellier en quelques mots, s'il te plaît? En quoi ça consiste et ce que tu fabriques? En fait, le métier de sellier garnisseur, c'est un métier qui est quand même qui propose pas mal de secteurs d'activité. Donc, ça nous laisse pas mal de portes. On s'occupe, par exemple, on refait pas mal de selles de moto. Après, on s'occupe aussi du mobilier contemporain, donc tout ce qui est canapé, fauteuil, chaise. On a aussi le métallotextile. Donc, c'est tout ce qui est bâchiste, en fait, hein, tout ce qui est toile d'ombrage, chapiteaux. Après, on a le secteur du nautique. Donc là, on va s'occuper de toute la partie intérieure et extérieure de l'aménagement du bateau. Le domaine du médical. Donc, on fait aussi tout ce qui est table de kiné, par exemple, ou table d'auscultation. Le secteur du plein air aussi qui marche beaucoup et il y a pas mal de selliers qui s'occupent de toute la création de parapente, tente, enfin tout ce qui est extérieur ou sport de vol. Voilà. D'accord. Et après, on a la restauration automobile et plus principalement aussi la voiture ancienne où on fait beaucoup de restauration complète de voitures. Et en dernier, on a l'aéronautique. Donc là, on va s'occuper de tout ce qui est siège en série, soit sur des gros avions, ou alors sur des hélicos ou des jets. Et tout ce qui est moquette et tout ça dans le secteur de l'aéronautique. Voilà. D'accord. C'est assez diversifié. Oui. Et suite à ces parcours et à ces domaines d'activité dans lesquels le sellier est amené à travailler, quelles sont les perspectives d'emploi et de carrière? Alors déjà, en sortant de cette formation, normalement, vous êtes un ouvrier assez qualifié. Et donc après, il y en a pas mal qui finissent soit prototypistes, donc ou alors responsable de production, par exemple, ou encore chef d'atelier. Et il y en a pas mal qui deviennent entrepreneurs aussi. Voilà. Entendu. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment se déroule le parcours de formation chez les compagnons pour le métier de sellier? Alors déjà, il y a un CAP en 2 ans pour les postes collège. Donc ça se passe au CFA de Lyon. Ça, c'est ce que j'ai fait. À la sortie du collège, j'ai fait mon apprentissage en 2 ans. Donc, ça se passe, c'est 6 semaines en entreprise et 2 semaines de stage en formation. Et après, maintenant, pour les postes bac, la formation se passe à plein temps. Donc, ça veut dire c'est un bac pro en 2 ans. C'est un peu le même principe. Et c'est pareil, c'est 6 semaines d'entreprise et 2 semaines de stage, si je ne dis pas de bêtises. D'accord. Et pour les jeunes et pour les apprenants qui ont déjà une première expérience dans le métier, comment est-ce qu'ils peuvent rentrer chez les compagnons du devoir? Quel diplôme est-ce qu'ils peuvent préparer? S'ils ont déjà un CAP, est-ce qu'ils peuvent passer un bac pro en 2 ans? Oui, c'est ça, c'est le post-bac, ouais, certainement. Il faudrait plus se diriger vers un bac pro en 2 ans. D'accord. On pourra revenir vers le CFA de Pantin afin de pouvoir poser davantage de questions si nécessaire. Pas de souci. Entendu. Juste petite précision pour vous expliquer ce qu'est le CFA, c'est le Centre de formation des apprentis. Et donc, comme l'expliquait Julien, donc c'est 12 semaines dans l'année et c'est ce qu'on appelle, nous, les périodes de stage. Donc, vous alternerez les périodes en entreprise
et au centre de formation. Voilà. Bon, bah, écoute, Julien, je te remercie. Et puis, on se retrouve tout à l'heure pour les questions du chat. Merci à vous. À plus tard, Julien. À plus tard. Pour vous présenter donc, les métiers de tapissier, j'accueille maintenant Claire, qui est formatrice au CFA de Pantin, ainsi que Louise, qui est compagnon tapissier en siège. Bonjour. Bonjour Claire. Bonjour Louise. Alors Claire, est-ce que tu peux nous présenter le métier de tapissier en quelques mots et notamment expliquer la différence entre le métier de tapissier en décor et tapissier en siège? Oui, donc la principale différence, c'est la manière dont on va travailler le tissu. Donc les tapissiers en siège vont travailler le tissu tendu et en décor, on va le travailler plutôt flou. Donc on va faire tout ce qui est habillage de fenêtres, de lits, donc les décors drapés, les bandeaux, les rideaux, voilage, les stores bateaux. On va aussi faire tout ce qui est coussin, traversin, les dessus-lits, pardon. Et puis après, voilà, tout ce qui est en tissu dans une maison et dans un ameublement. D'accord. Contrairement au cellier qui, du coup, va être plutôt en extérieur, le tapissier Voilà. est plutôt Ou dans les transports. Oui. D'accord. Et donc, par rapport à ce métier, dans quel domaine on est amené à travailler? Alors, on peut travailler dans l'hôtellerie, dans la restauration, beaucoup, donc pour les châteaux, les musées, et puis pour des particuliers. D'accord. Principalement, voilà. Et au niveau des perspectives d'emploi et de carrière pour le métier de tapissier, donc là, en décor pour le tien? Alors, tout dépend de la taille des ateliers. Mais donc, comme pour les selliers, à la fin du Tour de France, on acquiert quand même beaucoup de compétences. Donc, on peut être salarié dans beaucoup d'entreprises. Et ensuite, on peut évoluer, donc soit rester salarié, soit devenir chef d'atelier, si le poste est disponible dans l'entreprise, soit être chef d'entreprise, donc monter son atelier. D'accord. Voilà. Et il y a quelques places en bureau d'études, mais c'est rare chez tapissier. Il n'y a pas beaucoup de grosses industries. Est-ce que, en tant que formatrice, donc aujourd'hui, tu es formatrice à l'issue de ton Tour de France chez les Compagnons du Devoir, est-ce que tu peux nous expliquer comment se déroule le parcours de formation pour le métier de tapissier? Alors, tout d'abord, on peut rentrer faire son CAP chez les Compagnons, donc un CAP en 2 ans. Ensuite, il y a le bac pro. Donc, le bac pro, il existait en siège et en décor. Maintenant, il a été supprimé en décor. Donc, il est uniquement en siège avec une petite partie de décor. Et ensuite, c'est plus de la formation par rapport au Tour de France, donc plutôt des connaissances métiers. Et on peut passer des diplômes en candidat libre. Mais au sein des Compagnons, on peut seulement valider le CAP et le bac pro. D'accord. Et donc, uniquement au CFA de Pantin? Oui, c'est ça. Au CFA de Pantin. Donc, on fait un CAP et ensuite, on peut partir sur le Tour de France et c'est la manière dont on pourra se perfectionner dans le métier de tapissier. Oui, voilà. Ou en passant des diplômes en candidat libre. Et on peut suivre des stages pour valider certaines compétences suivant le diplôme qu'on veut préparer. D'accord. Bon, et bien écoute, Claire, je te remercie pour ton témoignage. On se retrouve aussi tout à l'heure pour le chat. À tout à l'heure, oui. Merci à toi. J'accueille maintenant Louise, qui est donc tapissier en siège. Oui. Bonjour Louise. Bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours, ton métier, les diplômes que tu as pu obtenir dans ton métier et même un petit peu avant pour qu'on voit qu'on ne rentre pas seulement en formation initiale chez les Compagnons pour un CAP. Donc, tes expériences, voyages, d'accord, ton parcours. Alors, moi, je suis rentrée chez les Compagnons à 23 ans parce que j'avais déjà voyagé avant d'entrer chez les Compagnons et j'avais déjà passé des diplômes au lycée et à la faculté aussi. Donc, j'ai quitté mes études et puis je me suis inscrite chez les Compagnons. Et j'ai commencé donc, j'ai fait un CAP d'abord à Toulouse. J'ai décidé de partir sur le Tour de France.
Et donc, je suis partie sur le Tour de France à 25 ans. Et ensuite, j'ai fait plein de villes différentes. J'ai commencé par Cagnes-sur-Mer. Ensuite, je suis allée à Angoulême, puis à Paimpol en Bretagne. Ensuite, je suis partie à La Rochelle, puis Paris, puis Tours. Et cette année, je suis compagnon itinérant à Lyon. Voilà. Ça fait beaucoup de villes. Ouais. Joli Tour de France. Est-ce que tu peux nous décrire tes expériences dans les entreprises, en fait, quel type d'entreprise tu as pu voir, dans lesquelles tu as pu travailler? Parce qu'avec un Tour de France comme celui que tu as pu acquérir quand même beaucoup d'expérience. Est-ce que tu peux nous décrire les domaines d'activité et les types de travaux que tu réalisais? Bien sûr. Alors, en apprentissage, je travaillais chez un tapissier de quartier. Donc, il faisait un peu de traditionnel et un peu de contemporain. Il travaillait un peu dans son quartier, quoi. Il faisait un peu de tout. Ensuite, je suis partie dans une entreprise d'événementiel donc sur la Côte d'Azur. Donc, on travaillait essentiellement pour des festivals comme le Festival de Cannes ou les Energy Music Awards, par exemple. Voilà. Après, je suis partie chez un tapissier traditionnel à Angoulême qui faisait beaucoup de crins. Voilà. En Bretagne, j'ai fait aussi de la tapisserie traditionnelle. À La Rochelle, c'était plutôt un tapissier contemporain qui faisait énormément de sellerie, par exemple, et de prototypisme aussi. Puis, je suis partie à Paris où j'ai fait de la sellerie médicale et dans une autre entreprise encore du traditionnel. L'année dernière, j'étais dans une entreprise qui faisait du contemporain. Et cette année, je suis prototypiste dans une entreprise qui fait beaucoup de mobilier avec, sur mesure, en fait, avec des designers. Voilà. D'accord. Voilà. Tu as pu voir différents domaines d'activité au final que le tapissier en siège est amené à voir. Donc là, tu as vraiment eu un éventail de compétences et d'expériences. Assez large, oui. Très joli. Est-ce que tu peux nous expliquer, Louise, pourquoi est-ce que tu as choisi ce métier? Alors, j'ai choisi ce métier-là parce que je voulais faire de la restauration d'art à l'origine. Mais je ne savais pas trop comment m'y prendre et j'ai commencé par vouloir devenir ébéniste. Et finalement, par hasard, en me renseignant un peu plus, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que les ébénistes en fait, qui faisaient de la restauration de mobilier ancien, que ça pouvait aussi être les tapissiers. Voilà. Et comme j'avais longtemps hésité entre la restauration et la création, je m'étais dit tapissier, c'est bien parce que ça correspond exactement à ce que je voulais. On peut faire à la fois de la restauration de meubles anciens, mais également on peut faire de la création de meubles sur mesure. D'accord. Est-ce que toi, personnellement, tu as une préférence? Qu'est-ce que tu as aimé sur ton Tour de France, pardon, et comment est-ce que tu décrirais toutes ces expériences? Alors, en fait, toutes étaient quand même assez intéressantes, chacune à leur façon. Et je pourrais pas dire que j'ai une préférence. Je crois que j'aime les gens qui travaillent en essayant de faire du beau, vraiment. Et on peut faire du très beau à la fois en traditionnel comme en contemporain. Donc, je peux pas dire que j'ai de préférence entre les deux. Voilà. Mais bon, voilà. C'est plutôt une idée, c'est plutôt le patron, en fait, qui va donner, disons, c'est un peu le patron en fait qui va donner une âme à son entreprise. S'il décide de faire du beau, ce sera intéressant. Et c'est ça l'essentiel en fait. C'est pas tant le tradi ou le contemporain qui compte, je trouve. Et donc ton expérience chez les Compagnons du Devoir? Mon expérience chez les Compagnons du Devoir, donc là ça fait bientôt 8 ans que je suis chez les Compagnons. Et c'était intéressant, d'autant plus que je suis rentrée assez tardivement et on m'avait un peu dit que ça serait compliqué pour moi d'y entrer. Et moi, ce que j'aime chez les Compagnons, c'est le fait qu'il y ait autant de personnes d'endroits différents, de milieux différents. Et il n'y a pas tant d'endroits que ça, je crois, où on se mélange autant. Pour être allé au lycée ou à la faculté, finalement, les gens se mélangent moins en fait que chez les Compagnons, où il y a vraiment des gens de toutes les régions et de tous les milieux mélangés. Et on apprend à se connaître et à vivre ensemble. Et ça, c'est quand même vraiment exceptionnel. Et moi, ça m'a beaucoup apporté humainement, en tout cas. C'est vraiment le côté humain qui ressort de ton expérience. Oui, c'était ça le plus intéressant en fait. Voilà.
Et toi, est-ce que tu as des projets futurs à l'issue de ton Tour de France? Bah oui, j'en ai beaucoup. C'est rien de sûr, mais c'est vrai que sur le long terme, certainement, commencer par être employé dans une entreprise qui conviendrait à ma manière de voir le métier. Et puis, sur le long terme, certainement, peut-être créer mon entreprise, mais ça, c'est pas fait du tout. Un jour, mais pas encore tout de suite. Voilà. Écoute, Louise, je te remercie pour ton intervention. Merci à toi. Et puis, je te retrouve tout à l'heure pour le chat. OK. Nous allons à présent présenter les questions et y répondre, celles que vous avez pu poser dans le chat. Donc, je vous laisse poser les questions. Alors, je ne vois pas de questions. J'ai un accès aux questions, si vous voulez. Bonjour, doit-on trouver une entreprise avant son inscription en compagnon, en sellerie? Et est-ce qu'on a des aides pour trouver? Est-ce qu'on peut répéter un petit peu plus fort? Je suis désolée. Doit-on trouver une entreprise avant son inscription au compagnon en sellerie? Et est-ce qu'on a des aides pour trouver? Alors, pour la première partie, oui, bien sûr, on peut trouver son entreprise avant d'entrer chez les Compagnons du Devoir. Vous pouvez vous intéresser à un métier, vous rapprocher. Je vous invite d'ailleurs à vous inscrire sur le site internet Formez-vous autrement aux Compagnons du Devoir. Et quand vous serez convié donc, à un entretien pour pouvoir discuter de votre avenir et poser davantage de questions sur le métier, vous pourrez venir déjà avec le nom de l'entreprise que vous avez, avec laquelle vous avez discuté et qui aimerait vous prendre en apprentissage. Donc, c'est tout à fait possible. Au niveau des aides, ça va plutôt être au niveau de l'employeur. Après, il existe toujours des aides pour les apprentis, pour pouvoir les aider dans la vie active, puisque quand vous rentrez en apprentissage, vous rentrez dans le monde du travail et donc vous aurez un salaire, vous aurez un loyer donc à payer et puis vos repas à régler. Donc, sachant qu'un apprenti, ne touche pas le même salaire qu'un salarié avec de l'expérience, il y a toujours des aides disponibles pour eux. Il ne faut pas appréhender de venir en apprentissage et apprendre un métier, pas du tout. Ok, il y a une autre question. Oui. J'ai regardé le catalogue des formations. Je ne trouve pas de CAP tapissier en siège en formation continue, entre parenthèses plus de 25 ans. Est-ce que cela existe et où? Merci. Claire, est-ce que tu veux répondre à cette question en tant que formatrice? Oui, du coup, il n'y a pas de formation continue chez les compagnons. Il y a d'autres centres de formation qui proposent la formation continue donc pour adultes. Après, on a quand même des apprentis qui ont parfois 25 ans, mais ils passent un CAP classique. Ce n'est pas de la formation continue, même s'ils ont 25 ans. J'espère ne pas me tromper, mais on en a déjà eu et c'était ce cas-là. Petite précision, il existe de la formation continue chez les compagnons du devoir, mais pas pour cette formation. Alors, il y en a une qui est assez proche, c'est pour le métier de sellier garnisseur. Quel est le parcours à suivre lorsqu'on a 25 ans? Julien, est-ce que tu te sens de répondre à cette question? Je vais essayer d'y répondre, mais je pense que c'est le même principe. Après, il faut voir si... Je pense que ça ne devrait pas poser de problème en post-bac, si je ne dis pas de bêtises. Après, c'est juste que pour un Tour de France, c'est un peu plus compliqué, quoi, en étant plus âgé. Voilà, donc, je complète la réponse de Julien. Il existe une formation continue pour le métier de sellier. Mais en effet, passé un certain âge, il est compliqué de pouvoir s'adapter à un
un public qui est plus jeune et la vie en communauté ne correspond pas forcément à tout le monde. Donc, vous pourrez tout à fait faire la formation continue et après, ce sera à vous de voir si vous décidez d'aller plus loin ou non. Alors là, il y a une question qui en fait est multiple. Ça concerne la tapisserie. Est-ce que tous les CFA proposent le même type de formation, entre parenthèses CAP, BP, BMA? Quelles sont les poursuites possibles après un CAP en 1 an, formation adulte? Quelle est la différence entre un BP, DFE, SMA, Bac Pro, BTM? Et enfin, le seul CFA pour cette formation est celui de Pantin. Est-il celui de Pantin? Ça fait beaucoup. Bonne chance. À 3, on devrait réussir à donner une réponse assez complète, je pense. Alors déjà, Pantin, c'est le seul centre de formation chez les Compagnons du Devoir pour se former au métier de tapissier en décor et tapissier en siège. Ensuite, oui, ça faisait beaucoup de questions. On pourra les reposer indépendamment peut-être afin de pouvoir y répondre de la meilleure manière possible. Il n'existe pas donc de CAP en 1 an chez les Compagnons du Devoir. Et comme l'a dit Claire tout à l'heure, on peut être formé donc en CAP en 2 ans. Il y a le Bac Pro, si je ne me trompe pas, Claire. Oui. Candidat libre. Tu parlais le Bac Pro chez les Compagnons. Le Bac Pro chez les Compagnons, pardon. Et ensuite, donc pour les Compagnons du Devoir, vas-y, je te laisse prendre la parole, vas-y. Et c'est pour les autres diplômes, les autres diplômes ne sont pas proposés chez les Compagnons, mais on peut faire son tour de France et les passer en candidat libre. Donc dans un autre centre de formation, mais en étant chez les Compagnons en tant qu'itinérant. Est-ce qu'on a pu répondre à toutes les questions qui étaient posées? J'espère que oui, pour cette personne qui a l'air quand même très intéressée. Okay. Nous avons aussi Guillaume. Pouvez-vous décrire une journée type en tant que sellier et tapissier, les outils utilisés, etc. Julien, je te laisse commencer pour le métier de sellier. Une journée type pour un sellier et les outils que tu utilises. Pas de souci. Écoutez, je vais essayer d'y répondre. Une journée type, ça va être le matin, je vais arriver à mon entreprise et on va me dire aujourd'hui, tu vas refaire cette banquette, ce canapé, par exemple. Donc, on va utiliser des outils, on va dire, basiques, des tournevis ou des graffeurs pour dégarnir. Ensuite, on va utiliser, une fois qu'on va avoir dégarni, nettoyé, on va prendre de la mousse qu'on va couper avec une scie à ruban. Après, ça dépend bien sûr des outils dont dispose l'entreprise. Après, on va utiliser de la colle. Souvent, on utilise beaucoup de colle néoprène. On va ajuster la matière ou avec du polyane, par exemple. Et après, une fois qu'on aura ajusté, on va couper cette pièce dans le tissu. Donc, on utilise des ciseaux en grande partie et la machine à coudre, bien sûr. On apprend à coudre et on coud énormément pour le métier de sellier garnisseur en tout cas. Et une fois qu'on aura cousu le tissu qu'on a coupé ou le sky, peu importe, on va le garnir. Donc on va mettre notre garniture. Ce qu'on appelle notre garniture, c'est le matériau qu'on a coupé, cousu et du coup qu'on met en place pour avoir le rendu final. Voilà. Ça peut être une journée type, par exemple. Claire, est-ce que tu peux nous expliquer la journée type pour un tapissier en décor, s'il te plaît? Et puis les outils aussi, puisqu'ils sont très différents du métier de sellier, ainsi que de ceux du métier de tapissier en siège. Alors, on arrive le matin aussi. Et par exemple, si on doit refaire, on va prendre ce qu'on fait le plus souvent, des rideaux, une paire de rideaux. Donc, on a en général une fiche avec les mesures de la fenêtre, donc les largeurs, les hauteurs. On va couper le tissu. Donc, on reçoit le tissu en rouleau. On va le couper avec des ciseaux et à mesure avec une règle. Ensuite, on va assembler le tissu avec la machine à coudre également. Donc, beaucoup de couture aussi en tapisserie, en décor en tout cas. Une fois qu'on a assemblé le tissu à la machine à coudre, on va le monter. Donc,
Cela dépend aussi de l'entreprise, si elle travaille plutôt de manière traditionnelle ou contemporaine. On peut faire un montage à la machine, donc c'est-à-dire à superposer les différentes épaisseurs de tissu. Donc le tissu qu'on va voir au premier coup d'œil et les tissus qui vont être derrière, qui vont soit occulter, soit protéger du froid ou de la lumière. Et on va faire ce montage donc soit à la machine, mais principalement à la main, donc avec des aiguilles et du fil pour maintenir les tissus ensemble. Voilà, en gros, en résumé. Donc toi, ta caisse à outils, elle est petite au final par rapport, oui, par rapport à la machine à coudre. Oui, on a du coup à l'atelier, il y a donc une machine à coudre, un grand établi pour pouvoir monter les rideaux sans les déplacer, en tout cas en évitant de les déplacer le plus possible. Et dans notre caisse à outils, donc il y a beaucoup d'aiguilles, du fil, plusieurs paires de ciseaux, un dé à coudre, des règles de tailles différentes, des poids ou des pinces pour tenir le tissu. Et puis voilà. D'accord. Ouais. Merci Claire. Et Louise, pour ta part, est-ce que tu peux nous décrire la journée type d'un tapissier en siège? Oui, donc je vais vous décrire par exemple ce que je fais cette année en particulier. Le matin, donc j'arrive, pareil. Souvent, j'ai un dossier et je commence par échanger avec mes collègues entre ceux qui ont fait la menuiserie et ceux qui ont travaillé la mousse. On vérifie les mesures ensemble pour être sûr que ça correspond bien aux cotes qui étaient prévues à l'origine. Et une fois que tout ça est bon, moi je commence donc ma prise de gabarit avec un stylo effaçable, des épingles et puis après on fait des ajustages jusqu'à ce que ça corresponde. Et dans ma caisse à outils, il y a aussi un arrache-agrafe, il y a un petit maillet, une pince, une petite tenaille. Il peut y avoir des lissettes aussi, parce qu'il peut nous arriver de gainer des pieds, par exemple, de fauteuil, ce genre de choses. Voilà. Mais nous, on a énormément d'outils, donc ça pourrait. C'est la différence entre les tapissiers en décor et les tapissiers en siège, c'est que on a plutôt une grosse caisse à outils, nous, en fait. Voilà. On a aussi un peu d'outils de menuiserie pour les moments où il faut un peu retaper le bois. Pas des réparations trop compliquées, mais voilà, on a quand même un peu d'outils de menuiserie aussi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Merci à toi, Louise. On a peut-être le temps pour une dernière question. Bien, il y en a plein, en fait. Une des plus populaires encore, c'est qui s'adresse de la part de Lisa, qui s'adresse à Louise. C'est une question d'ailleurs qui était revenue ce matin sur un live que beaucoup de gens se posent. Donc c'est important, je pense que les personnes qui sont là sur ce live l'entendent aussi. C'est Louise, tu as pu poursuivre ton Tour de France, même après tes 25 ans. J'avais cru comprendre que le Tour de France c'était possible jusqu'à 25 ans seulement. Merci. Apparemment, c'est faux puisque j'ai commencé à 25 ans. Ça se fait très bien. En fait, il faut quand même il faut savoir s'adapter, bien sûr, mais oui, c'est possible. Voilà. J'en suis la preuve. J'ai été reçue cette année, donc voilà. Une petite précision, 25 ans, c'est l'âge limite et Louise avait 25 ans au moment de rentrer chez les Compagnons du Devoir. C'est pour ça qu'elle d'entrer sur le tour, parce que j'étais déjà entrée avant. Voilà, c'est peut-être ça la différence aussi qu'il faut. Voilà. C'est ce que j'avais cru retenir aussi de ce matin. C'est l'entrée, le moment de l'entrée qui compte en fait. Puisque le Tour de France peut durer quand même plusieurs années. Ouais. Oui, ça dure en moyenne 6 ans. Un Tour de France dure en moyenne 6 ans, donc il faut aussi prendre ça en ligne de compte lorsqu'on rentre chez les Compagnons du Devoir et qu'on veut se perfectionner et devenir un jour compagnon. C'est assez conséquent. Oui. Donc à 25 ans, plus 6 ans, ça fait 31. C'est des choses qui sont à prendre en compte pour le parcours professionnel et la vie personnelle. Une dernière question. Dernière. Allez, c'est la dernière. Eh bien, c'est une question d'actualité, puisqu'en fait, Arthur se questionne, malgré le Covid-19, on peut toujours participer aux Compagnons du Devoir? Tout à fait.
Aujourd'hui, vous en avez la preuve, c'est les journées portes ouvertes. On essaie de s'adapter pour toujours pouvoir vous accueillir et pouvoir répondre à vos questions. C'est important pour nous de vous faire découvrir nos métiers, notre manière de fonctionner. Malheureusement, on ne peut pas vous recevoir en présentiel aujourd'hui dans les maisons de compagnons. On espère pouvoir le faire prochainement et pouvoir vous présenter nos ateliers et des apprenants qui sont en perfectionnement et dans les parcours de formation. Donc, le Covid n'empêche pas de travailler et on sera plus que ravis de pouvoir vous accueillir pour vous inscrire et vous former à nos différents métiers chez les Compagnons du Devoir. Donc, j'avais une dernière petite question pour chacun de nos interlocuteurs. Vous prendrez la parole chacun à votre tour. Quel conseil est-ce que vous donneriez à un jeune qui hésite encore à choisir un métier chez les Compagnons du Devoir ou à se former chez les Compagnons du Devoir? Dans vos métiers, en tout cas. Dans nos métiers. Quel conseil vous lui donneriez pour venir se former à l'un de nos métiers chez les Compagnons du Devoir? Par l'expérience que vous avez pu acquérir il faut toujours être volontaire pour toutes les activités, même quand tu n'as pas très envie, parce que tu apprends toujours plein de choses. Et ça marchera au bout d'un moment, forcément. Voilà, moi je crois. Moi, je dirais qu'il ne faut pas avoir peur d'apprendre un métier, parce que c'est quand même important de se lever le matin pour faire quelque chose qui nous plaît ou qu'on va apprendre à aimer et pour devenir indépendant. Voilà. Et ça assure quand même de pouvoir bouger partout. Et voilà, ouais. Julien, est-ce que tu as un conseil? Moi, je vous dirais de foncer parce que c'est une super expérience, autant dans l'entreprise qu'au sein des compagnons, quoi. C'est un super métier qui offre plein d'opportunités et franchement, moi, je le vois tous les jours, du travail, il y en a, c'est pas le souci, quoi. Et en plus, chez les compagnons, vous allez découvrir plein de lieux, plein de personnes avec qui vous allez certainement tisser des liens et c'est super, quoi, parce qu'on ne voit pas forcément tout le temps ça dans la société actuelle. Et chez nous, j'ai l'impression que c'est ce qui fait notre force. Mais écoutez, merci à vous trois d'être intervenus sur ce webinaire. Merci à vous tous d'avoir suivi ce webinaire. On espère que ça vous a intéressé, ça a pu répondre à vos questions. On est désolé de ne pas pu avoir répondre à l'ensemble des questions. J'imagine qu'il y en avait beaucoup. Cependant, on reste à votre écoute. Vous pouvez toujours poser des questions et vous pourrez aussi en poser lors de votre rencontre avec un responsable lors de votre préinscription chez les Compagnons du Devoir. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le lien de l'inscription dès aujourd'hui dans le chat et on reste disponible pour vous. Vous pourrez retrouver ce webinaire en replay dès mercredi et on vous souhaite un bon parcours professionnel et on espère vous voir bientôt dans nos maisons de compagnons et dans la formation. Bonne journée à vous tous.